Nous sommes présentement à la cage au sport de Lévis et qui dit sport et dit Lévis dit évidemment les frères Laurent et Daniel Dubreuil. Messieurs, très content de jaser avec vous aujourd'hui. Moi aussi, très content. En forme? Oui, oui. Parlons d'abord de la saison 2011-2012. Une année exceptionnelle pour la famille Dubreuil. Laurent, on va commencer par le plus jeune, si ça te dérange pas. Pas de problème. Daniel, parle-moi un peu de ton année. Comment tu l'as vécu cette année? Bien, c'était une année très, très intéressante. Au début de la saison, j'étais vraiment fort. Ensuite, j'ai connu un creux, mais à la sélection des championnats du monde junior, qui était mon objectif de l'année, j'ai réussi à performer assez pour me classer. Fait que je suis allé au Japon avec Laurent et les deux frères d'Eri qui sont aussi de Lévis. Ouais. C'était vraiment intéressant de vivre cette expérience-là. Finalement, la dernière compétition de l'année, j'ai fait des performances très, très bonnes pour moi. Fait que j'ai une bonne saison en général. Grégoire, moi, on a décidé, mon entraîneur Grégoire et moi, de ne pas faire ces Coupes du Monde-là. Même si j'étais classé pour 2 distances, il y avait 3 Coupes du Monde à l'automne. C'était très loin. C'était au Kazakhstan, en Russie, puis la dernière était à Heerenveen, en Hollande. Puis on s'était dit que 3 Coupes du Monde comme ça, quand l'objectif de l'année, c'était évidemment les championnats du monde junior, ça amènerait plus de fatigue que de positif. Puis les Coupes du Monde, je vais en faire probablement pendant 10 ans. Fait qu'on avait décidé de ne pas les faire. On était resté à Québec s'entraîner tout le mois de décembre puis novembre. Puis ça a porté fruit. J'ai vraiment connu des bonnes performances à la Coupe Canada à Québec. Ma forme était là. Je me suis reclassé pour les Coupes du Monde aux 500 mètres en décembre. Puis là, j'ai décidé de faire la Coupe du Monde de Salt Lake City. Je savais que la glace serait rapide. J'avais comme objectif de faire le record du monde junior. Au Japon, c'était impossible de faire ça. La glace est trop lente. Il fallait que ça se fasse à Salt Lake. La première course, j'ai passé très près. J'ai passé à 300e dans le groupe B. Mais j'ai gagné le groupe B, ce qui m'a permis de patiner dans le groupe A le lendemain avec les meilleurs. Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a dû me motiver de patiner avec les champions du monde, les champions olympiques, parce que j'ai fait le record du monde junior le lendemain. Ma compétition suivante, c'est les championnats du monde junior. J'avais un peu moins de jambes, j'avais un peu moins de puissance, je sais pas. J'étais un peu moins hot, cette compé-là. Mais j'ai quand même été capable de gagner le 500 mètres. Le combiné des 2 500 mètres. J'ai su par la suite que je m'étais classé aussi avec mon temps pour le championnat du monde senior par distance. Puis ma saison s'est terminée là-bas à Heerenveen fin mars, puis ça a très bien été, fini 11e sur le premier, 9e sur le deuxième 500, même 11e au total, mais j'ai fait 2 temps très, très satisfaisants, que c'était vraiment une bonne compétition. Les gars étaient très forts à cette compétition-là. Daniel, qu'est-ce qui explique le succès? C'est quoi la recette gagnante que vous avez eue et que toi, tu as eu spécialement là, cette année? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que un des facteurs intéressants, c'est que Laurent, les autres années, on le voyait s'entraîner, puis on voyait qu'il y avait le feu dans les yeux. Puis je pense que Laurent, ça a comme été contagieux, puis les autres patineurs ont embarqué dans ce moule-là, puis il faut s'entraîner, il faut être intense, il faut avoir l'attitude de gagnant. Jusqu'où c'est important pour vous autres, les gars, d'avoir des objectifs à atteindre dans votre carrière? Très important, parce que sans ça, on ne sait plus pourquoi on s'entraîne. Il faut avoir quelque chose de tangible au bout. C'est comme un peu une carotte pour courir devant. Puis sans ça, on a comme plus, on s'en vient démotivé parce qu'on ne sait plus quoi viser. On n'a pas quelque chose de tangible à atteindre. C'est important. Là. Est-ce que c'est difficile de toujours avoir cet objectif-là? Si à un moment donné, il y a des délais, c'est un peu plus long. Est-ce que ça nous rentre dans le corps à un moment donné? Est-ce que ça nous rentre entre les 2 oreilles aussi? Il faut être très, très concentré, très focus pour garder en vue nos objectifs. Moi, mes objectifs sont toujours très hauts, probablement trop hauts même. J'accomplis jamais l'entièreté de mes objectifs. À chaque année, j'arrive short sur 1 ou 2. J'ai pas gagné le 1000 mètres au championnat du monde junior, par exemple. Puis des fois, viser vraiment haut, moi, ça me motive, mais ça pourrait écraser certaines personnes parce que le doute peut commencer à s'installer, mais il faut vraiment rester concentré sur la tâche, se dire que les moments difficiles, c'est normal qu'il y en ait, puis il faut continuer à s'entraîner à travers, puis à un moment donné, on va remonter. Le doute peut être dévastateur pour vous autres aussi, hein? Ah, c'est sûr. Dans le milieu de la saison, moi, je doutais que j'avais pas les capacités pour me classer au championnat du monde junior. J'ai parlé à mes entraîneurs, puis ça m'a vraiment refocusé. J'ai parlé à mon père aussi, puis j'ai changé d'attitude, puis finalement, je me suis classé. Comment tu vis les périodes de doute, toi, Laurent? Il faut vraiment rester concentré sur la tâche. Je me répète que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que je me suis entraîné. J'aurais pas pu m'entraîner plus fort à partir du 1er mai quand l'entraînement commence jusqu'au point où on est. Puis je me dis que les périodes creuses, c'est dans les périodes creuses qu'on voit c'est qui a le matériel d'un champion. C'est facile de s'entraîner puis de patiner quand on est en forme puis quand on est dans une bonne période.
Mais quand on s'est levé le matin puis ça nous tente pas de s'entraîner, puis on est fatigué parce qu'on s'est entraîné très fort la veille aussi, bon, mais c'est cet entraînement-là qui est le plus payant. C'est celui-là que le monde a tendance à ne pas faire ou à faire avec trop de modération. Ariane Loignon, patinage de vitesse. Robert Dubreuil, patinage de vitesse. Vous êtes des Dubreuil également. Est-ce que c'est lourd de porter le nom Dubreuil, surtout qu'il y a eu des performances remarquables de la part de vos parents également à la scène sur la scène internationale? Ben, c'est sûr que c'est plus lourd pour moi que pour Laurent, parce que Laurent performe déjà autant, si c'est pas plus, que mes parents. C'est pas correct ce qu'il fait, hein? Ça devrait pas être légal, ça. Ouais. Mais ben, oui, des fois, ça pèse un poids, mais il faut essayer, surtout moi, parce que moi, je me mets de la pression beaucoup pour essayer de performer au niveau de Laurent. Moi, je suis très content de perpétuer la tradition familiale. C'est vraiment un choix qu'on a fait de patiner. On s'est jamais fait forcer. À toutes les années, nos parents nous demandent s'ils nous réinscrivent au patin, même encore. Donc, oui? Oui, donc bon. on est vraiment jamais, je me suis senti obligé de patiner. Mais je suis vraiment content de porter le nom Dubreuil. D'ailleurs, en compétition, j'ai mon coton watté, je dirais pas chanceux, je suis pas superstitieux, mais comme une tradition que je me fais de le mettre. C'est le coton watté que mon père avait quand il était sur l'équipe nationale courte piste, c'est écrit Dubreuil en arrière. C'est un peu petit parce que mon père était pas très gros. Moi, je suis un peu serré dedans, mais je mets ça quand je m'échauffe dans les Coupes du Monde, dans les Championnats du monde. Nos parents nous ont toujours soutenus dans ce qu'on faisait, peu importe c'était quoi. Comme Laurent dit, ils demandent chaque année si on veut s'inscrire. Moi, j'ai joué au baseball, puis mes parents m'appuyaient là-dedans. Je joue au soccer, mes parents m'appuyaient là-dedans. J'ai fait de l'athlétisme aussi, mes parents m'appuyaient là-dedans. Peu importe ce qu'on va faire, ils vont être fiers de nous. Ça doit être dans le patin, on a beau arrêter de performer complètement, ils vont être fiers de nous quand même parce qu'on va avoir donné notre 110 Ça fait cliché de hockey, mais... Puis je pense que sur un niveau plus performance, quand on a décidé de s'investir puis de faire des compétitions internationales puis vraiment de s'entraîner à temps plein comme on le fait en ce moment, ils sont très honnêtes. C'est des ex-athlètes, donc ils savent c'est quoi s'entraîner fort, ils savent c'est quoi ne pas s'entraîner fort, ils savent c'est quoi forcer dans une course, ils savent c'est quoi lâcher dans une course. Donc, ils en ont vu d'autres. Donc, s'ils voient qu'on fait quelque chose de pas correct, ils vont nous le dire franchement. Il y a certains parents que leur enfant fait toujours quelque chose de bon à leurs yeux, là, puis ils flattent dans le sens du poil, mais c'est pas ça, nous autres, ils vont être honnêtes. Les gars, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Et puis, on va continuer à suivre vos carrières respectives de façon très régulière. Et bon succès, puis merci encore une fois. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, un gros merci là, à Daniel et à toute son équipe de la Cage au Sport ici à Lévis. On se retrouve après la pause.